Ce ne sont pas ces grands colons, il ne les connaît pas, ce sont ces petits blancs qui sont le terreau dans lequel il a vécu, dans lequel il a grandi à Bellecour, ces petits artisans, petits ouvriers, dont les historiens nous disent maintenant que le niveau de vie, bien que évidemment supérieur à ceux des Arabes, était inférieur à ceux de la classe ouvrière de métropole. Donc, il faut bien voir aussi ce que Camus, il a en tête quand il a ce regard, encore une fois, critique, mais tendrement critique, à l'égard de cette tribu, c'est lui qui utilise le mot, des petits blancs d'Algérie, dont il se sent profondément partie prenante. Et c'est le chemin qu'il fait faire à son personnage, Jacques Cormery, dans Le Premier Homme. Que fait Jacques Cormery, qui est parti en métropole, du peu que l'on sache du personnage, il est parti en métropole et il a réussi. Et puis sa mère lui demande d'aller sur la tombe de son père, et du coup il revient en Algérie chercher qui était son père. Et ce qu'il découvre, bien sûr, c'est toujours comme ça, quand on cherche le père, on se trouve soi-même. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre qu'il est de cette tribu-là aussi. L'enracinement, donc pas seulement dans une terre, mais aussi dans un milieu. Et Camus, sensible à la réalité coloniale, la perçoit aussi à travers l'inégalité sociale. La spécificité de l'Afrique du Nord, pour lui, c'est aussi le sentiment profond d'une communauté d'écrivains algériens. En 1957, à son ami Mouloud Feraoun, instituteur et romancier algérien, il écrit ceci: « Si par-dessus les injustices et les crimes, une communauté franco-arabe a existé, c'est bien celle que nous avons formée, nous autres écrivains algériens, dans l'égalité la plus parfaite. Pour ma part, je ne me suis pas encore résigné à cette séparation. » Et après sa mort, il y a des témoignages absolument bouleversants d'écrivains algériens arabes, en particulier tout un numéro de la revue Simoun qui paraît à Oran et qui est entièrement avec des signatures arabes pour saluer la mémoire de Camus. Alors le Premier Homme, même inachevé, montre comment, dans ce qu'il voulait être sa grande œuvre, il disait « ce sera mon Guerre et paix », il voulait prendre à bras le corps la question de son rapport à l'Algérie. Je vous l'ai dit, Jacques Cormery, son alter ego, découvre son appartenance au monde des petits blancs, et Camus, comme il l'a déjà dit en 1958 dans Chroniques algériennes, veut montrer à travers cela l'enracinement des Français d'Algérie depuis plus d'un siècle en Algérie. Mais pour la première fois dans Le Premier Homme, on le voit tenter de mettre des mots sur cette coexistence tendue qu'imposait le système colonial. Il y a tout à la fin, c'est une des dernières pages qu'il est écrite, vous le trouvez donc à la fin du manuscrit, une immense phrase, elle a 2 pages, il se permet des phrases à la Proust dans Le Premier Homme, où il tente de faire le tour de ce qu'un enfant, dans le système colonial, donc dans les années 30, dans les années 20 et 30, pouvait percevoir comme angoisse diffuse venue de cette coexistence tendue. Je dirais de cette, pas coexistence, cette confrontation-coexistence. Alors, j'ai bien sûr coupé, parce que sinon la phrase était trop longue, mais il y a ceci: avec autour de lui l'enfant, ce peuple attirant et inquiétant, proche et séparé, qu'on côtoyait au long des journées, et parfois l'amitié naissait, ou la camaraderie, et le soir venu, ils se retiraient pourtant dans leurs maisons inconnues, où l'on ne pénétrait jamais. La phrase continue ensuite. Vous voyez, cette perception de ce qu'était le système colonial, pourtant dans un quartier à Bellecour où il n'y a pas, et à une période où il n'y a pas encore ce qu'il décrit aussi dans Le Premier Homme, c'est-à-dire les bombes, les paras, etc., les disparitions. Donc, à travers Le Premier Homme, il plaide pour une fin du système colonial qui ne signifie pas l'éviction des Européens de cette Algérie nouvelle dont il sait qu'elle arrivera et dont il souhaite qu'elle arrive. Camus souhaite la fin du système colonial, mais pas sous l'égide du FLN qui signifie pour lui, et il le sait,
l'éviction des Blancs. Il médite alors dans Le Premier Homme, qui, vous le comprenez, est un grand livre politique, mais aussi un grand livre sur l'exil. Il médite sur tous les exils, sur les identités collectives précaires et menacées, sur les guerres fratricides. Pour lui, la guerre d'Algérie, c'est Caïn et Abel, ce sont des frères ennemis qui s'entretuent, et aussi sur le difficile rapport à l'altérité. Son rapport à l'Algérie est donc une voie d'une ouverture à l'universel, d'une manière tout à fait différente des œuvres précédentes. Mais c'est encore, et ce sera mon dernier point, l'Algérie qui va le mener vers une découverte capitale, c'est-à-dire le royaume intérieur. Au milieu des années 50, Camus est en butte à l'incompréhension en France, d'une part à cause de sa condamnation du stalinisme, et d'autre part parce qu'il a refusé de prendre le parti de l'indépendance algérienne et de soutenir le FLN. Il réfléchit, je vous l'ai dit, à la problématique de l'exil et du royaume, et il sait que le royaume est fragile et éphémère, et que si l'on a cru, par exemple, que Tipaza pouvait être un royaume, eh bien, on découvre qu'on n'a pas le droit de rester à l'intérieur de ce royaume protégé, dans quelque chose comme une innocence. Il sait aussi que les royaumes peuvent devenir de faux royaumes, où l'essentiel se trahirait. Happé par les ténèbres de l'histoire, l'être n'a pas le droit de s'y dérober, et l'écrivain moins encore. Et c'est l'Algérie qui va lui permettre de dire ce royaume intérieur. En décembre 1952, il fait un long voyage en Algérie, il parcourt seul les oasis du Sud. Au retour, il écrit à un ami « Je suis rentré d'Algérie, redressé et pacifié. Ce pays et ses hommes me rendent toujours à moi-même. » Et de ce voyage en Algérie, il va tirer ce texte magnifique qu'est « Retour à Tipaza ». C'est-à-dire que à Noces à Tipaza, dans le recueil de 1939, répond le Retour à Tipaza dans le recueil L'été de 1954. C'est un texte qu'il faudrait lire en entier, où Camus part de la détresse de l'innocence perdue. L'histoire nous a obligés à entrer dans la violence. Nous avons perdu ce que nous croyions être l'innocence. Nous avons perdu Tipaza. Et de fait, il veut aller à Tipaza et il pleut. Alors il attend. Et un matin, la pluie est lavée et il part à Tipaza et il retrouve la lumière de Tipaza. Alors vous allez me dire, retour nostalgique vers les paradis d'autrefois? Non. Voilà comment se termine le texte. Je redécouvrais à Tipaza qu'il fallait garder intacte en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. Ô lumière! C'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre, et je le savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Merci vraiment Agnès pour cette magnifique évocation d'Albert Camus. Mais je crois qu'on peut dire que pour Claude Vigée,